Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Mathieu a été journaliste en presse écrite pendant 20 ans. En 2019, il a décidé de changer de métier pour se réinventer professionnellement. Pendant ses années en journalisme, sa mission consistait à aider le grand public à comprendre le monde de l'entreprise. Lors de sa reconversion, Mathieu a donc décidé de changer de prisme. Aider désormais les entreprises à se faire mieux comprendre de leurs différents publics. Mathieu est très curieux et s'intéresse à de nombreux sujets. Cinéma, littérature, entrepreneuriat, nouvelles technologies, gastronomie. Vous comprendrez donc pourquoi nous avons abordé autant de thématiques. Quand on parle de demain à Mathieu, il a une approche très claire. Il ne se projette pas à 10 ans, mais à 2h30, maximum. Ce qui lui permet d'agir vite sur son présent pour aller chercher un meilleur futur. Un futur où l'économie est libérale, où les inégalités se réduisent tout en gardant à l'esprit d'être plus tourné vers un développement plus durable à plein de niveaux. Son pragmatisme n'a d'égal que son talent en jeu de mots, que je vous laisserai constater par vous-même. Allez, sans plus attendre, venez, on va mettre les pieds dans demain avec Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Les Pieds dans Demain, où on va parler encore une fois d'une multitude de sujets. Et donc j'ai la chance de recevoir Mathieu. Et pour mettre directement les pieds dedans, mon cher Mathieu, je vais te poser ma question qui va vraiment me ouvrir potentiellement les chakras de beaucoup et apprendre à te connaître un peu plus. C'est quoi ton sujet du moment ? Mon sujet du moment, c'est les sujets que me proposent mes clients. Et donc c'est assez varié, j'en ai 5 ou 6 de front en ce moment. J'ai un sujet sur l'avenir de la relation entre les médias et les entreprises, un sujet sur qu'est-ce qu'une entreprise plateforme, un sujet sur la finance verte demain. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, j'ai aussi des articles de brand content pour un cabinet de recrutement à Rewriter. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de choses sur le feu en même temps. Donc, il faut arriver à jongler avec tout ça. Mais l'avantage, c'est quand on a été journaliste, on est habitué à jongler avec les différents sujets d'un jour à l'autre. Donc, c'est le même processus mental appliqué à d'autres processus. Avec tout ce qui se passe en ce moment, Mathieu, justement, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne, puisque donc ancien journaliste, maintenant consultant en stratégie éditoriale, un aspect de ta vie quotidienne qui a évolué ou que tu vas faire évoluer dans les prochaines semaines, mois ? Ah oui, il y a un aspect fondamental, c'est que je ne suis plus salarié. Voilà, je suis devenu entrepreneur, j'ai monté mon EURL, et donc on découvre une autre dimension de l'existence. Et alors, ça fait quoi ? C'est un trade-off avec une grande liberté dans la façon de s'organiser, en échange d'une plus grande incertitude sur l'activité au day-to-day. Alors, mais au final, je me sens plutôt gagnant. Ouais ? Oui. C'est quoi alors ? Qu'est-ce qui te fait dire que tu te sens gagnant ? L'impression que tout ce que je fais, je le fais pour moi. Le travail me bénéficie et que quand je décide de ne pas travailler, c'est parce que je l'ai voulu. J'ai décidé de prendre ce jour off et j'ai l'impression d'escroquer personne si une journée je lève le pied. Donc voilà, une impression d'autonomie, de liberté qui est assez agréable. Mais que je pense que j'aurais pas pu assumer plus jeune. Il faut un peu d'expérience pour ma part, pour mener ce type de vie de façon sereine. Et justement, dans ton parcours de reconversion, tu es arrivé rapidement à te dire que tu voulais être consultant ou comment ça s'est passé le processus de changement ? Alors, assez classiquement en fait, je suis allé voir des gens que j'avais rencontrés lorsque je m'occupais du magazine Management, avec qui j'étais resté en contact, et qui avaient monté un programme d'outplacement, c'est-à-dire qui aide les cadres à rebondir, que je trouvais intéressant. Donc je suis allé sonner à leur porte immédiatement, dès que j'ai su que je prenais cette décision. Ils m'ont beaucoup aidé dans ma réflexion. Et puis j'avais vraiment des appréhensions à me mettre à mon compte. Je cherchais à retrouver le confort du salariat. Et puis cet outplacement s'est déroulé évidemment au début du Covid, du premier confinement, et ça a fait voler pas mal de choses en éclats.
notamment la réactivité des entreprises, leurs perspectives de recrutement. Tout a été gelé tout d'un coup. Je me suis dit, je ne vais pas attendre que le virus s'en aille pour retrouver un job. Et puis en même temps, un autre ancien contact m'a demandé, mais est-ce que tu peux m'aider sur tel sujet ? J'ai dit go. J'avais monté une petite micro-entreprise en prévision pour pouvoir faire des piges à droite à gauche en me disant, bon, si ça se passe comme ça, je suis armé. Donc j'ai dit oui, et puis un boulot en a entraîné un autre. Ça a gentiment pris de l'ampleur au courant 2020, et donc début 2021, j'ai décidé de passer la vitesse au-dessus et de monter une vraie entreprise, une URL pour structurer ça, et puis assumer davantage ce choix de l'indépendance et de l'autonomie. Est-ce que la question du sens, c'est une dimension qui est entrée en jeu pour toi ? Non, la question du sens, en fait, c'est une question à laquelle j'avais beaucoup réfléchi pendant mes années de journalisme, mais en fait, on a l'impression de perdre le sens quand on travaille pendant des années dans un univers économique en déclin. On se demande pourquoi on fait ça, puisque on peut travailler 3 fois plus, les résultats ne sont pas au rendez-vous, les tendances sont dictées par des mouvements beaucoup plus importants que tous les efforts qu'on peut fournir, donc on a l'impression de se battre contre des moulins à vent, et la question du sens, il faut la réorienter, parce que si on ne compte que sur le sens de ce qu'on fait, on arrête tout de suite. Donc pour moi, le sens, il était différent. Il était évidemment de me plaire dans mon environnement professionnel, de faire quelque chose qui m'intéresse, rencontrer des personnes intéressantes, m'amuser autant que possible. Mais le vrai sens, il est pas pour moi, pour ce que ça pouvait apporter à la société avec un grand S. C'était plutôt, ça me permet de faire vivre confortablement ma famille. La mission, elle est remplie. Après, si je peux arriver à m'amuser de temps en temps, tant mieux. Et justement, qu'est-ce que tu as fait hier qui te rend fier aujourd'hui ? Des enfants. C'est top, on adore. C'est immédiat en tout cas, merci. Ah bah oui, la réponse, elle est assez simple me concernant. Et alors, maintenant, si on se projette un tout petit peu par rapport à demain, en plus, en tant que papa, je pense que c'est des questions que tu dois te poser. C'est quoi le conseil que tu aimerais donner aux gens aujourd'hui pour qu'ils réfléchissent à un meilleur demain ? C'est très simple, c'est de commencer par s'appliquer à soi-même ce qu'on voudrait que les autres fassent. Parce que, il faut commencer par ce qu'on peut faire soi-même à son échelle. Et puis ensuite, peut-être, une fois qu'on aura montré que c'est possible, que soi-même on en est capable, on peut essayer d'évangéliser les autres. Mais on est en contrôle essentiellement de ce qu'on est capable de faire soi-même. Donc, commencer par faire du mieux qu'on peut soi-même. Et puis le reste, si on peut faire encore plus, tant mieux, mais c'est déjà pas mal de commencer par soi. Alors, je vais te poser la question et elle va être double. Par rapport au métier que tu fais actuellement et au métier que tu faisais avant, qui était journaliste, oui. C'est quoi le conseil, il y en a peut-être qu'un seul ou il y en a peut-être 2 en fonction du métier, que tu aimerais donner aux jeunes qui commencent ce ou ces métiers ? Alors, c'est des métiers assez différents, parce que dans le premier cas, journaliste, c'est d'abord et avant tout de penser à la personne qui sera à l'autre bout du site internet ou du journal ou de la radio, penser à son lecteur, à son auditeur, en avoir une idée suffisamment précise et une idée suffisamment précise du service qu'on cherche à lui rendre, et donc d'une ligne éditoriale, pour ensuite commencer à travailler dans ce sens-là. Et ne pas chercher, évidemment, à raconter ce qu'on pense soi ou à raconter sa propre conception de la vérité avec un grand V, si ça n'est pas celle du média pour lequel on travaille et que le lecteur attend. D'abord, la question de l'attente du lecteur. Et ensuite, finalement, le parallèle, il est assez vite trouvé. Quand on est consultant, c'est essayer de répondre du mieux possible à l'attente du client. Pas chercher à lui apporter ce qu'on pense être le mieux pour lui. Non, il sait ce qu'il veut en général, et s'il ne sait pas ce qu'il veut, alors on va lui faire des propositions. Mais répondre à l'attente du client et y répondre dans les temps. C'est un truc super important. Il veut ça pour tel délai, tout de suite on dit c'est possible, et à ce moment-là on le tient, ou alors on dit c'est pas possible, mais on le dit tout de suite.
Et ça, dans le journalisme, c'est pareil, parce qu'un papier qui arrive après le bouclage, il paraît pas, ou il paraît plus tard. Donc la ponctualité, ça paraît un détail, mais c'est hyper important, et c'est le seul moyen de travailler sereinement et de créer un climat de confiance. Allez, on va prendre encore un peu plus de recul. C'est quoi pour toi les grands sujets maintenant ou même dans 10 ans auxquels notre société va se confronter ? Il y en a énormément, je trouve, il y en a trop. C'est un peu flippant quand on y réfléchit. Bon, il y a un bouquin que j'ai trouvé très éclairant, que je recommande à tout le monde, mais il est sorti il y a quelques temps, vous l'avez peut-être déjà lu. C'est L'archipel français de Jérôme Fourquet, le patron de l'IFOP, qui décrit de façon très claire, très posée, sans chercher à rentrer dans le débat politique. Il fait une photographie de ce qu'il voit avec son métier, et il décrit donc ces fractures profondes de la société française qui, pour résumer à très gros traits, est divisée en 3 catégories de population. Les élites mondialisées, plutôt à l'aise avec la mondialisation, à l'aise économiquement, à l'aise avec l'idée du progrès, qui sont dans les grandes villes. Il y a les gens dans les territoires qui ont l'impression d'avoir subi un déclassement et de vivre moins bien que leurs aînés, et qui donc sont inquiets et plutôt en résistance avec tout ce que la mondialisation peut apporter. Et puis la 3e catégorie de population, c'est toute cette partie de la France d'origine immigrée, parquée dans les banlieues et qui survit économiquement tant bien que mal, parfois grâce à l'économie souterraine, et qui, pareil, est en résistance et ne se sent pas intégrée, et avec toutes les conséquences que l'on connaît. Et c'est assez éclairant et c'est assez flippant. Et donc, une des grandes questions, c'est comment on va arriver à raccommoder ce tissu-là et à redonner une expression un peu bateau que j'aime pas, mais un peu de savoir-vivre ensemble. À tout ça, je ne sais pas s'il y a une solution, j'en sais rien. Et toi, à ton niveau, tu y as réfléchi ? Moi, à mon niveau, je ne cherche pas à faire changer les choses. Moi, je sais où je vis. Je suis dans le camp des élites mondialisées, sans aucune prétention. Mais voilà, j'habite dans l'Ouest parisien. Je m'y trouve très bien et je n'ai pas envie d'aller vivre ailleurs. Et c'est vrai que je me mélange peu avec les 2 autres catégories de population. Oui. Et c'est quelque chose que tu regrettes, que est un fait ? Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Non, je ne le regrette pas. Je le vis comme ça. Il se trouve que c'est comme ça et je ne vais pas commencer à le changer maintenant. Je n'ai absolument pas le rêve d'aller m'établir en province, dans un coin très, très au calme, très isolé. Ça ne me correspond pas. J'aime bien la vitalité d'une grande ville. Toi, tu te vois comment, justement, dans 10 ans ? Alors, dans 10 ans, j'ai toujours eu une incapacité totale à me projeter dans l'avenir à plus de 2h30. Donc, dans 10 ans, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Je n'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, c'est un handicap que je traîne depuis mes études. J'ai eu beaucoup de mal à choisir mes études parce que j'avais beaucoup de mal à me projeter. Et je ne suis jamais à l'aise avec cette question-là. On met les pieds dans demain, mais ça peut être les pieds à demain à 2h30. Hein. Oui, et encore une fois, je pense que c'est en essayant d'agir le mieux possible maintenant, tout de suite, dans son environnement, que demain pourra peut-être être le mieux possible. Alors c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu dis je suis dans le présent et c'est en agissant bien maintenant que je peux me préparer un futur. Qu'est-ce que ça veut dire agir de la meilleure manière qui soit, selon toi ? Alors, sur le plan professionnel, c'est servir du mieux qu'on peut les clients et répondre du mieux possible à leurs demandes dans le contexte. Après, du point de vue personnel, c'est pas perdre de vue ses priorités, c'est-à-dire comment faire en sorte que mon foyer soit heureux, que chacun soit épanoui, faire en sorte de donner à mes enfants les meilleures chances possibles, faire en sorte que ma femme puisse s'épanouir dans son boulot en partageant au maximum les tâches, en équilibrant, essayer d'avoir des relations agréables avec ses voisins parce que ne pas s'entendre avec son voisin, c'est une malédiction. Quand tu penses à demain, justement, qu'est-ce qui te fait peur ? Alors, ce qui me fait peur... Autre que les voisins avec qui ça se passe pas bien. Bizarrement, demain ne me fait pas peur. J'ai du mal à me projeter dans demain, mais demain ne me fait pas peur. Je suis
convaincu pour suivre cette question de près que le climat, on va trouver des solutions. Alors certes, la trajectoire du réchauffement climatique d'ici 2050 laisse entendre qu'on va tous prendre 2 degrés de plus. Mais quand je vois la différence de mobilisation des entreprises sur ce sujet entre aujourd'hui il y a ne serait-ce que 5 ans, mais c'est dingue. Aujourd'hui, c'est devenu la priorité de toutes les entreprises et on ne peut pas parler de greenwashing. Ça correspond à des vrais engagements aussi parce qu'elles ont bien compris que pour la communication, si elles n'apportaient pas des preuves de ce qu'elles avançaient, ça ne marchait pas. Et je pense aussi que ça correspond à des vrais engagements de beaucoup d'entrepreneurs, une vraie conscience. Et donc, moi, je pense que les solutions, elles viendront des entreprises beaucoup plus que des particuliers. Alors oui, il faut trier ses déchets, oui, il vaut mieux prendre des douches, mais il faut éteindre la lumière. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va changer la donne. Surtout dans un pays comme la France, où il n'y a pas un gros stress hydrique, où on a de l'électricité nucléaire à profusion. Oui, alors on peut rouler un peu moins, bon. Mais je pense que cet avenir du climat et donc de la planète, il sera assuré par le progrès technologique, par des entreprises qui vont créer des solutions, qui vont... Déjà, un exemple très simple, c'est que la 5G, qui fait peur à tout le monde, elle véhicule, je ne sais plus combien de fois, plus d'informations que la 4G, en consommant beaucoup moins d'énergie. Donc, certes, il va y avoir une augmentation de la donnée parce que ça sera plus sollicité, mais à kilo-octet égal, ça pollue beaucoup moins. Bon, la voiture, c'est pareil. Une voiture aujourd'hui consomme 2 fois moins d'essence qu'une voiture d'il y a 20 ans. Bon, donc c'est pour ça que je reste assez optimiste sur l'avenir. C'est important dans les pieds dans deux mains. Mais il faut des preuves de ça. C'est pas juste un optimisme utopiste, tu vois. Je trouve que ça, c'est important. Mais les preuves, elles sont apportées par le mouvement massif que font les entreprises dans ce sens-là. Pour toi, donc, c'est les entreprises qui le portent. Le gouvernement se situe où par rapport à ça ? Le gouvernement doit aider les entreprises le gouvernement doit libérer les énergies des entreprises en essayant de leur mettre le moins d'entraves possible, en essayant aussi d'inciter celles qui seraient réticentes en fixant des lois, en fixant un cap, des objectifs. Mais voilà, moi j'ai une approche assez libérale, donc je pense que plus on facilite la vie des entreprises et mieux se porte l'économie. Quand tu penses à demain, qu'est-ce qui te fait douter ? Moi je suis un peu dépité par les attitudes victimaires. On voit ça avec le mouvement woke, par exemple, qui oppose, pour caricaturer, le noir victime du racisme systémique au riche privilégié blanc de plus de 50 ans qui est un oppresseur en puissance qui s'ignore. Moi, je trouve que résumer les relations entre les gens à ça, c'est catastrophique. Et je pense qu'il ne faut jamais considérer les gens comme des victimes. Les gens ont les moyens de se prendre en main s'ils le veulent. Et pour aller dans ce sens-là, je pense qu'il faut responsabiliser les gens. Et responsabiliser les gens, ça passe par des choses très simples. Ça passe par... on a une sécurité sociale qui est quelque chose de fantastique qu'il faut garder, mais il faut que les gens se rendent compte de ce que coûtent les soins. Et je pense à 2 choses. Je pense que, 1, il faudrait, d'une part, leur dire, voilà, vous avez été hospitalisé une journée, sachez que ça coûte à la société 1 300 €. Et vous n'en payez rien, ou vous en payez, je serais même favorable à ça, vous en payez 1 € symbolique. Si vraiment vous êtes en difficulté, vous n'avez pas un rond, vous payez 1 € symbolique ou 1 centime symbolique. Mais vous versez quelque chose. De même que je pense que personne ne devrait être exempté de l'impôt. Personne ne devrait être exempté de l'impôt. On fait tout. À partir du moment où on est citoyen français, on participe à la vie du pays. Et vraiment, si on est très défavorisé, on participe de façon symbolique. 1 €, un demi-euro, je sais pas, une demi-journée de participation citoyenne à quelque chose si jamais on n'a pas d'argent. Mais il faut que chacun contribue. Et je pense que ça contribuera aussi à réduire cette espèce de fossé entre des gens qui sont réduits à la passivité et puis des gens qui sont mieux insérés dans la vie. Ouais, très intéressant, en effet. C'est la valeur des choses, c'est un sujet que j'ai abordé avec d'autres invités, en effet, de se rendre compte que oui, j'ai la chance d'être dans un pays qui m'aide beaucoup, mais il faut que je me rende compte de la chance que j'ai. Exactement.
Ouais, c'est un sujet qui est pas mal ressorti, en effet. Et si on réfléchit à demain, qu'est-ce qui te rassure ? Ce qui me rassure, c'est de voir la pêche des plus jeunes, le fait, c'est vraiment la chanson de Brassens. Hein. Quand on est con, c'est pas une question d'âge. Et il y a des super énergies, il y a des super initiatives chez les plus jeunes. Il y en a aussi évidemment chez leurs aînés. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression d'un fossé de génération avec tous ces jeunes cons qui attendent que ça leur tombe tout cuit dans le bec. Non, pas du tout. Non. Je suis assez optimiste sur le niveau de conscience des choses des plus jeunes, leur envie de se bouger pour que ça avance dans le bon sens. Voilà. J'adore. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir ? Qu'est-ce que j'ai hâte de découvrir ? Alors vraiment, le prochain James Bond. Ça fait 1 an et demi que je l'attends, je n'en peux plus. T'as raison, je sais que Vincent, dans son épisode justement de la table et des chefs, me disait que lui voulait découvrir la carte de son restaurant. Aussi. J'aime bien ce genre de plaisir simple, oui. En fait, j'avais trouvé ça assez génial. Donc très bien. Voilà. James attend Mathieu. James au cinéma, dès que possible. On n'en peut plus d'attendre. On n'en peut plus. No time to die. C'est grave. J'allais faire demain est un autre jour, mais je vois qu'on est parti sur plus proche de la réalité. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour justement arriver vers cette meilleure société, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait justement de faire en sorte que chacun contribue à l'impôt, ne serait-ce que de façon ultra symbolique, mais que chacun se sente rattaché à la communauté nationale par ce petit effort fourni pour faire en sorte qu'on puisse reboucher les trous des routes et faire tourner les hôpitaux dont on a pas mal besoin en ce moment. Il paraît, oui. Alors tu parlais des jeunes, justement, de la pêche que peuvent avoir les jeunes. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme conseil aux jeunes pour justement les aider à préparer un meilleur demain ? Écoutez les conseils, mais faites ce que vous avez en tête. Ouais, sentez-vous libre. Ne vous laissez pas écraser par les modes, par la pression du groupe, par ce qu'on vous dit qui est bien ou pas bien. Suivez votre idée et en fait, c'est en suivant son idée et en faisant ce qu'on aime vraiment qu'on est bon. Alors ça paraît tout bête à dire comme ça, mais ça veut pas dire fuir, hein. Ça demande du courage aussi. Mais alors, une fois qu'on a choisi ça, on le fait vraiment. Voilà. Et comment tu fais, toi, justement, c'est rigolo, parce que moi, j'ai la chance de donner des cours dans des différentes écoles, et j'ai beaucoup d'étudiants qui peuvent avoir de très bonnes idées, qui ont une vingtaine d'années, et même s'ils essaient de se faire confiance, en tout cas, ils font tout pour, les adultes, si je puis dire, leur opposent le fait qu'ils ont plus d'expérience qu'eux, qu'ils savent et qu'il ne faut pas. Comment toi, en tant qu'adulte, tu peux dire à ces personnes, de leur donner des vraies preuves qu'ils doivent avoir confiance ? C'est une question à 2 niveaux, en fait. Dans cet univers d'adultes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une organisation qui a déjà ses codes. Donc à partir de là, ils doivent faire leurs preuves en jouant les règles du jeu. C'est pas leurs règles du jeu. Ils doivent. Et une fois qu'ils ont prouvé qu'ils savaient jouer avec les règles du jeu, ils peuvent éventuellement proposer une petite modification. Et puis ça va marcher, et puis une deuxième. Mais il ne faut pas imaginer renverser la table du jour au lendemain en rentrant dans une organisation qui existe déjà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vraiment ils veulent imposer leur propre idée, c'est la tentation de l'entrepreneuriat. Qui est quelque chose qui a considérablement changé aussi, pareil, dans les 15 dernières années. Il y a 15 ans, dans les écoles de commerce, ceux qui suivaient la filière jeunes entrepreneurs, on les regardait un peu comme des zazous, un peu fous, ou alors comme des bourgeois qui avaient déjà tellement d'argent de famille que de toute façon, ils pouvaient se permettre d'entreprendre sans prendre de risques. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les filières entrepreneurs des écoles de commerce attirent un nombre de candidatures énorme, et c'est super. Et les jeunes ont l'impression qu'ils peuvent changer les choses et ils ont le courage de se lancer. Et en même temps,
comme ils sont jeunes, et même s'ils se plantent au bout de 3-4 ans, c'est pas très grave. Ça leur fera une super expérience sur le CV s'ils apprennent à bien la vendre. Ils pourront bondir derrière. Et ils auront testé eux-mêmes les limites de leur idée. Parce qu'effectivement, on peut aussi avoir une mauvaise idée, ça arrive. Hein. Mais voilà, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on passe à autre chose. Je ressens aussi depuis un certain nombre d'interviews, ou même en général, beaucoup de gens me disent « Nous, on s'est loupé ». Alors certains sont très drastiques dans leur constat. « Nous, on s'est loupé, je crois très fort à la nouvelle génération ». D'autres sont un peu plus mesurés en disant, sans même parler de cette loupée, c'est je mets tous mes espoirs dans la nouvelle génération. La question, moi je me la pose, c'est comment on fait pour l'aider, cette nouvelle génération, à créer ce meilleur demain, et que la nouvelle génération ne se dise pas la même chose pour la future nouvelle génération, tu vois. Oh, mais ouais, moi je pense que les qualités et les défauts sont assez équirépartis entre les générations. C'est un leurre d'imaginer que les jeunes sont plus brillants que la génération actuelle. Non, ils feront des conneries pareilles, ils créeront des trucs magnifiques aussi. Et moi, ça m'a fait rigoler de voir Julien Bayou dans cette campagne avortée pour Europe Écologie Les Verts fustiger les boomers. Mais parmi les boomers, il y a des pionniers de l'écologie. C'est absurde de vouloir associer l'idée de boomer avec l'idée de ringard qui consomme du diesel et qui pollue. C'est absurde. Dans toutes les générations, il y a eu des gens très conscients de ce qu'il fallait faire pour que la planète aille mieux. Alors, on les entendait moins parce que le sujet était moins présent aussi, parce que les conséquences du dérèglement climatique se voyaient moins. Mais parmi ceux qu'on appelle, cette expression est horrible, les boomers aujourd'hui, il y avait les pionniers de l'écologie et ceux qui ont même été à l'origine des mouvements qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est absurde de vouloir opposer les générations. Ça, c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Justement, c'est un point que j'ai vu avec Christiane dans l'épisode 13 sur l'intergénérationnel. Moi, c'est un truc auquel je crois énormément. Et je suis abasourdie de voir à quel point on a ce besoin d'opposer. On oppose tout aujourd'hui. C'est vraiment, il n'y a même pas le yin et le yang. Il n'y a même pas, tu vois, un petit truc un peu sympa. C'est A versus B. Et je ne comprends pas qu'on en soit arrivé là. Et surtout, je me dis, mais pourquoi à un moment toujours opposer et pas se dire, est-ce qu'on ne peut pas prendre le meilleur de chaque pour arriver, c'est peut-être très utopiste dit comme ça et c'est mignon, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce besoin permanent d'opposer plutôt que de co-créer, de co-construire. Et j'ai peur que ça nous amène à quelque chose quand même de très dramatique. Alors c'est un réflexe qui n'est pas nouveau, hein. Je reviens encore à la chanson de Brassens qui date des années 60 ou 70, je ne sais plus. Donc ça, il y a toujours eu cette a priori. Moi, je crois beaucoup à la transmission. Essayer de transmettre, c'est pas forcément grand-chose, hein, mais les 2-3 petits trucs qu'on a pu apprendre au cours de son existence et on sait que ça marche, essayer de dire, tiens, moi je l'ai fait là, ça a pas mal fonctionné, tu peux regarder, ou va voir de ce côté-là, ou voilà. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est sans doute le meilleur moyen de faire passer le meilleur sans être une espèce de chape de plomb hors de ma solution point de salut. Je pense que c'est important et en effet, je pense que le mot-clé, tu l'as dit, c'est transmission. On est main dans la main, on n'est pas... En effet, je trouve que c'est gênant de se dire qu'on arrive à cette espèce d'opposition de Gen Z, Gen Y c'est absurde, c'est et de idiot, boomer. C'est idiot. Mais en plus, il y a quelque chose aussi que je repère de plus en plus, c'est ce besoin d'étiqueter. Oui, insupportable. Insupportable. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Toi, tu es journaliste, tu as été au cœur du réacteur. Potentiellement, c'est même toi, tu as participé à transmettre, ou en tout cas à diffuser ces mots. Oui, sans doute que j'ai dû participer à ça. Parce que c'est facile, ça simplifie le raisonnement, ça rend les idées plus accessibles, mais en même temps, ça les déforme considérablement. Et puis, il y a aussi un besoin que je vois aussi, du point de vue communication maintenant, un besoin de créer sans arrêt des espèces de nouveaux concepts qui vont faire le buzz. Et donc, il y a ce besoin de toujours renommer des choses qui existent déjà pour donner l'impression qu'elles sont nouvelles et que ça mérite qu'on s'y intéresse. C'est souvent assez consternant. Parfois, c'est aussi un moyen de démocratiser la chose, voire de la vulgariser, non ? Tu le vois pas comme ça, toi ? Je vois quand même souvent... c'est souvent pour des mauvaises raisons. Moi, je pense que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ça, c'est vraiment la conviction
De Boileau. Ouais, de Boileau, mais elle marche très bien. Elle fonctionne très bien. C'est la clé des métiers de la communication. Et vouloir toujours réinventer des nouveaux concepts pour décrire des choses qui existent déjà ne fait que brouiller le sens et rendre la communication inutilement compliquée. Moi, je me bats contre le jargon, je me bats contre tout ça. C'est très, très contre-productif. Point de vue tout à fait intéressant qu'on arrivera peut-être à développer dans d'autres épisodes. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a une citation, une personne, un proverbe qui t'accompagne au quotidien et qui te permet de garder le cap? Un esprit sain dans un coussin. J'aime beaucoup. Merci. Je mourrai moins bête ce soir. C'est très très drôle. Et on sait de qui elle est ou c'est une création personnelle? C'est une création personnelle. On adore. On est entouré de poètes pour les pieds dans deux mains, c'est merveilleux. Non, sinon il y a un truc qui marche bien. Il y a un truc qui marche bien avant d'affronter quelque chose d'un peu difficile, c'est un mantra: énergie, concentration, décontraction. Très efficace. Superbe. On adore. Alors, pour continuer sur cette envolée lyrique, on va dire, en tout cas littéraire, que t'évoque le nom du podcast Les Pieds dans deux mains? Alors, déjà les pieds, qui n'est pas la partie la plus agréable du corps humain. Et dans deux mains, alors intéressant, les deux à la fois, pas seulement le gauche. Ok, on a mis les pieds dedans. Mathieu, c'est simple, c'est efficace. On aime beaucoup. Côté très cartésien, qui est très sympa. Si demain était une personne, justement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Attention, j'arrive. Beware. Ok. Et moi, justement, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain? De la sérénité, de la réussite. Ouais, tout simplement, en fait. Je pense que... Tu sais, quand on dit bonne année, bonne santé, maintenant, on le comprend. Ah oui, exactement. Maintenant, on l'accepte beaucoup plus. Et puis, oui. Mais inutile de faire trop de plans sur la comète, parce que qui aurait pu se douter, mi-2019, qu'on allait se retrouver dans le... Paco Rabanne, non? Paco Rabanne, peut-être, oui. Noël au balcon, Paco Rabanne. Ah ouais, des proches à côté. Pire des proches. Voilà. Non, c'est le pire des proches. Non, c'est pas Paco Balcon, Noël au tison? Noël au balcon, Paco Rabanne, c'est des proches aussi. Il a fait... Oh oui, j'ai pas suivi les dernières actualités de ce bon vieux Pierre. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, mon cher Mathieu, et ça a été un plaisir de réfléchir à comment on pourrait mettre les pieds dans deux mains avec toi. Tout le plaisir fut pour moi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne autant envie que moi de mettre les pieds dans deux mains. Parlons peu, parlons futur. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. Cela me conforte dans l'idée que ce podcast fait du bien. Vous n'avez pas idée comme cela me met en joie. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain_8. Et enfin et surtout, un grand merci à Karl Moreau pour son professionnalisme et son infaillible soutien pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.